Point de presse hebdomadaire de l'opposition burkinabé, état d'urgence ou non au Burkina. L'opposition répond vaguement mais suggère de poser des actions concrètes. Une journée Togo-mort peut suivre ce 4 décembre. L'appel de la principale coalition de l'opposition est censé obliger les autorités à interrompre le processus électoral, processus engagé pour les législatives prévues dans une quinzaine de jours. Bonsoir, bienvenue aux 20h sur la télé interactive. Le nouveau directeur général de l'Office national du tourisme burkinabé a pris fonction officiellement ce lundi 3 décembre. Nelson Souleymane Congo succède ainsi à son gré Étienne Sawadgo. La cérémonie de passation a été présidée par le secrétaire général du ministère en charge de la culture et du tourisme, Sanata Siré et Ernestine Sommet. Au nom de Monsieur le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, vous êtes officiellement installé dans vos nouvelles fonctions avec toutes nos félicitations. Nommé directeur général de l'Office national du tourisme burkinabé, Nelson Souleymane Congo, par ce geste symbolique, prend officiellement en main la destinée du tourisme burkinabé. À peine installé, il mesure déjà l'ampleur de la tâche qui l'attend. De son avis, le tourisme planétaire est marqué de nos jours par des mutations sociologiques et sécuritaires, un problème auquel le Burkina Faso fait également face et selon lui, cette situation est l'un des défis majeurs qu'il entend relever. L'insécurité touche le volet qu'on appelle le tourisme synergétique, c'est-à-dire les histoires de campement, et c'est au niveau de l'Est, c'est au niveau du Sahel, mais c'est comme ce que j'ai dit, c'est un défi premier auquel moi je fais face. C'est ensemble qu'on pourra en tout cas trouver les stratégies idoines pour juguler le fléau. Pour promouvoir le tourisme burkinabé, le nouveau directeur promet donc à l'occasion de cette passation de charges de faire du Burkina Faso une destination touristique de premier choix. Un travail qu'il compte bâtir sur les acquis de son prédécesseur. Notre vision s'appuie sur ce que les actes administratifs contenus dans les statuts particuliers de l'ONTB nous recommandent de faire. Voilà. Il y a au moins plusieurs points, mais l'essentiel, c'est de promouvoir le tourisme au Burkina Faso, c'est-à-dire mettre le Burkina dans le top des destinations en Afrique et dans le monde. Créé en 1989, l'Office national du tourisme burkinabé est un établissement public de l'État avec pour mission d'assurer la gestion d'unités de production et des sites touristiques, de collecter, de traiter et d'assurer les informations relatives au tourisme et de diffuser l'image de marque du Burkina, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Faut-il décréter l'état d'urgence au Burkina Faso comme au Niger pour faire face au terrorisme? Difficile pour l'opposition de répondre par l'affirmative, mais pour elle, elle suggère qu'il y a lieu de s'inspirer du Niger et de poser des actions concrètes. L'opposition a par ailleurs fustigé la dernière déclaration de la majorité présidentielle qu'elle qualifie de déclaration irresponsable et puérile. Maxime Bambara. Situation sécuritaire oblige, les premiers mots de l'opposition à cette conférence de presse sont à l'endroit des forces de défense et de sécurité. Tout en présentant ses condoléances aux familles éplorées suite à l'attaque dont un convoi des forces de défense et de sécurité a été victime le 30 novembre dernier dans la région de l'Est, les SOFOP saluent la bravoure des soldats dans la lutte contre le terrorisme. Une bravoure qui a permis, selon elle, d'opposer une farouche résistance, infligeant une lourde perte à l'ennemi dans une autre attaque survenue hier dans la province de Gourma, dans laquelle 6 assaillants ont été abattus. Nous avons maintes fois affirmé que la crise sécuritaire au Burkina Faso ne pose pas principalement un problème de troupes. Il pose un problème de gouvernance politique. La question sécuritaire donne matière à débattre et inquiète de plus en plus.
Et pour les conférenciers, il y a lieu d'analyser froidement la situation et s'il le faut, décréter l'état d'urgence comme au Niger. En réaction à la déclaration de la majorité présidentielle faite le 30 novembre dernier, l'opposition s'indigne contre cette déclaration qu'elle qualifie d'irresponsable et puérile. Monsieur Clément Pegrouende Sawadgo, signataire de la fameuse déclaration, connaît donc ceux qui nous attaquent, qu'ils dévoilent donc leur identité, preuve à l'appui, et que les personnes soient mises hors d'état de nuire. Cette déclaration est aussi irresponsable que puérile, en ce sens qu'elle assimile les actions de la veille citoyenne à de la déstabilisation du Burkina Faso. La suite de la déclaration liminaire des conférenciers centrée sur la marche de la coalition contre la vie chère CCVC, le rapport de l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption n'a visiblement rien de nouveau. L'opposition a salué l'organisation de cette marche qui pour elle est un succès. Elle a par ailleurs félicité l'ASELC pour son rapport qui révèle une augmentation des pratiques de corruption au Burkina Faso entre 2016 et 2017. Yacouba Ouedraogo, 80 ans, prix Nobel alternatif en septembre, est rentré ce lundi de la Suède où il a reçu son prix. Il a tout de suite été reçu par le président du Faso, Roch Kaboré. Un moment de reconnaissance que la nation burkinabé a voulu témoigner à ce Burkinabé, désormais connu sous le nom de l'homme qui a arrêté le désert, Youmadja Bachir Doussa. L'homme qui a arrêté le désert est de retour au pays, après avoir reçu le prix Nobel alternatif le 23 novembre dernier en Suède. Après plus de 40 ans de combat dans la lutte contre la désertification, il s'est vu décerner l'une des plus hautes distinctions honorifiques dans le monde de l'écologie instituée depuis 1980. Après avoir foulé le sol burkinabé, direction palais de Kossiam pour présenter son prix au président du Faso. C'est un exemple, non seulement pour nous, mais pour tous les pays sahéliens, de cette possibilité qu'il y a de lutter contre la désertification. Et nous devons féliciter M. Saourou Yacouba pour cet engagement et cette détermination. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut noter. Et comme on dit, à cœur vaillant, rien n'est impossible. Donc de ce point de vue-là, je voudrais en tout cas au nom du gouvernement, au nom du peuple de Burkina Faso, le féliciter encore une fois, l'encourager. Au-delà du motif de satisfaction, Yacouba Sawadgo veut partager son expérience et espérer que cette prouesse fasse tache d'huile dans toute la bande sahélo-sahélienne. C'est le fruit d'un travail de longue haleine. Je travaille au quotidien avec la jeunesse pour les former. Les gens viennent du Mali, du Niger et parfois même du Sénégal pour bénéficier de cette expérience. Ce que je demande, c'est de pouvoir formaliser cette pédagogie à l'endroit de la jeunesse burkinabé. Yacouba Sawadgo a réussi à transformer 40 hectares de terre aride en une forêt avec plus de 60 espèces d'arbres. Une prouesse qui devrait servir d'exemple au moment où la planète Terre fait face aux caprices du réchauffement climatique. C'était là donc le reportage sur Yacouba Sawadgo, prix Nobel alternatif reçu par le président du Faso, Roch Kaboré. 57 milliards de francs CFA destinés au projet d'urgence pour le financement des dépenses récurrentes PUFDR. Le ministre de l'économie, des finances et du développement et le représentant de la Banque mondiale ont procédé à la signature de l'accord de ce financement. La Banque mondiale soutient le gouvernement burkinabé dans les mises en œuvre de ce projet. Selon le représentant de la Banque mondiale, la signature de cet accord de financement intervient dans un contexte regardé. Cette signature vient matérialiser le don d'environ 57,85 milliards de francs CFA pour financer le projet d'urgence pour le financement des dépenses récurrentes. Un projet mis en œuvre par le gouvernement burkinabé dans le but d'améliorer la sécurité alimentaire, l'offre de services de base en matière de santé et d'éducation dans les régions touchées par les crises. La Banque mondiale accompagne le gouvernement dans la mobilisation des fonds d'ici la fin de cette année 2018, d'où la signature du présent accord
accord de financement. Il s'agit en réalité d'un projet d'urgence pour financer les dépenses récurrentes au niveau du budget de l'État, dépenses en fait engendrées par la situation d'insécurité, et d'insécurité tout court, mais d'insécurité alimentaire. Et au niveau alimentaire, vous savez que la pluie n'était pas au rendez-vous et que finalement il y a eu un déficit important au niveau alimentaire qui a impliqué aussi des problèmes en matière de nutrition, que le déficit justement en matière alimentaire et de sécurité a amené le gouvernement à divertir un certain nombre de ressources publiques qui étaient consacrées à des dépenses sociales, éducation et santé vers le secteur de sécurité aussi. Selon le représentant de la Banque mondiale, la signature de cet accord de financement intervient dans un contexte particulier pour le Burkina Faso. Il va permettre donc la reconstitution du stock alimentaire et le financement de la gratuité des soins dans les régions affectées par la crise alimentaire, à savoir l'Est, le Nord, le Sahel et le centre. La banque a jugé nécessaire d'apporter cet appui pour que donc ce déséquilibre soit maîtrisé et que les investissements prioritaires, notamment dans les secteurs sociaux, puissent être soutenus. Donc c'est ce que nous avons fait avec ce financement qui va prioriser donc la reconstitution du stock alimentaire de la SONAGES et qui va aussi permettre au ministère de la Santé de continuer à financer la gratuité dans ces régions affectées et enfin au ministère de l'Éducation nationale de pouvoir continuer à scolariser les enfants des familles déplacées ou des enfants qui n'ont pas pu faire des examens, malheureusement donc dû à l'insécurité. Prévu pour 3 ans, ce projet, à travers sa mise en œuvre, contribuera à apporter une réponse à la crise actuelle dans les régions concernées. Le projet d'urgence est placé sous la tutelle du ministère de l'Économie, des Finances et du Développement et s'exécutera à travers l'unité de coordination du projet de gouvernance économique et de participation citoyenne. La commission chargée du règlement d'indemnisation a rencontré les propriétaires et acheteurs expropriés de leurs terres sur le site de l'université Ouagadougou ce 4 décembre à Lumbila. Cette rencontre vise à rendre compte du processus d'indemnisation et à présenter une feuille de route. Serge Bado. Avoir l'adhésion de tous sur le processus d'indemnisation des personnes affectées par l'expropriation de terres pour cause d'utilité publique de l'université Ouagadougou, c'est ce qui a conduit la commission à rencontrer en assemblée générale les propriétaires, acquéreurs et acheteurs terriens. Et pour le gouverneur du plateau central, le processus a amorcé un tournant décisif, d'où les acquis suivants. Déjà en termes d'acquis, le site a déjà été délimité, les balises ont été mises, les recensements des populations, des personnes affectées par le projet a été effectué. Nous avons 3 catégories de personnes, c'est-à-dire les propriétaires terriens, les exploitants et les acquéreurs. Ce travail a été fait et présentement nous sommes en train de peaufiner pour permettre justement au niveau des ménages d'avoir la composition des ménages, de connaître le nombre d'enfants qui a plus de 15 ans par ménage. Pour la réalisation des travaux, le président de la commission chargée de déterminer l'indemnisation des personnes affectées sur le site a indiqué la nécessité d'avoir une vue nette sur la superficie de la zone et celle de tous ceux qui sont impactés par le projet. Mais à qui doit-on attribuer les parcelles? Et c'est cette question qui a motivé l'Assemblée générale d'aujourd'hui. Leur demander donc d'attendre les commissions. Nous avons besoin de savoir les membres de la commission de chaque concession. Selon la loi, tous ceux qui ont un âge au-dessus de 15 ans ont droit à une parcelle. Donc il nous faut savoir quels sont ceux qui ont droit pour pouvoir prévoir le nombre de parcelles. Nous connaissons la superficie destinée, mais la forme de la superficie donc de chaque parcelle sera en fonction du nombre de bénéficiaires attendus. À en croire le président de la commission indemnisation, l'indemnisation n'interviendra qu'à partir du moment où le point sera fait sur le coût des biens impactés et les personnes concernées. En rappel, la réalisation de l'université Ouagadougou nécessitera 1800 hectares et 364 hectares pour le relogement de la population. Le site est à cheval entre la commune rurale de Saba et celle de Lumbila.
Actualité hors du Burkina, journée Togo mort peu suivie ce 4 décembre. La principale coalition de l'opposition est passée à la vitesse supérieure en décrétant cette journée morte pour empêcher les élections controversées du 20 décembre prochain. C'est en effet ce mardi que s'est ouverte la campagne pour ces élections législatives. La campagne électorale a démarré timidement mardi alors que 14 partis formant la coalition qui ont décidé de ne pas présenter de liste accusent le pouvoir d'irrégularité dans l'organisation du scrutin. Le pays traverse une grave crise politique depuis plus d'1 an avec des manifestations massives pour réclamer la démission du président Faure Gnassingbe. Ce dernier a succédé en 2005 à son père qui avait dirigé le Togo d'une main de fer pendant 38 ans. Dans les grands marchés à Lomé, presque tous les magasins étaient ouverts et animés en milieu de matinée. Certaines échoppes étaient toutefois fermées au marché du quartier Baie, traditionnellement fief de l'opposition. Les banques étaient également ouvertes en ville, de même que le bureau de l'administration publique. Mais le truc de politique là, ils sont en train de nous tuer. Chaque fois Togo mort, mais on ne trouve pas de solution. Comme le pays aussi, il n'y a pas de vivre et autres, tu es obligé de sortir pour trouver quelque chose pour ta famille aussi. La coalition de l'opposition exige notamment la recomposition du bureau de la Commission électorale nationale indépendante CENI et la reprise de toutes les activités menées par cette institution. Au total, 850 candidats issus de 130 listes de 12 partis ou indépendantes participent à ce scrutin. Parmi ces partis figurent l'Union pour la République, le Mouvement patriote de la démocratie et le développement et l'Union des forces de changement UFC de l'ex-opposant historique Jules Christ Olympio. Lundi soir, le président de la CENI a appelé les acteurs politiques à mener une campagne électorale dans la sécurité, l'apaisement et le calme. Les étudiants nigériens veulent le départ des troupes militaires étrangères du pays. Ils ont dénoncé une certaine nonchalance des autorités dans la gestion des problèmes scolaires. C'était lors d'une assemblée générale de l'Union des étudiants nigériens à l'université de Niamey. Ainsi, l'UNO rappelle au jeune président Macron que les libertés d'expression, de contestation et de protestation sont inhérentes à la personne humaine elle-même. Par conséquent, leur respect est un impératif, même pour un baron de l'impérialisme français. En effet, la situation actuelle en France devrait titiller l'esprit de nos dirigeants despotes politiquement installés et présidents de la République pour leur dire que tout a une fin. À cet effet, nous invitons nos dirigeants politiques à jeter un regard sur la situation de leurs patrons en France. L'UNO déplore le silence complice et intolérable du gouvernement nigérien face à l'enlèvement répété des femmes et enfants dans la région de Difa. L'UNO s'inquiète de la situation économique fragile sciemment instaurée par l'État dans les régions de Difa et de Tillabéri. L'UNO exige de la France, de l'Allemagne et des États-Unis de dégager leurs soldats inutilement installés sur notre territoire. L'UNO rappelle au gouvernement nigérien et à son patron que les bases militaires étrangères sont déclarées désormais persona non grata dans notre pays car malgré leur présence, nos vaillants soldats continuent d'être massacrés souvent avec l'appui même de l'armée française, comme l'a relevé les récentes informations. Second tour de la présidentielle à Madagascar, le candidat Marc Ravalomanana en campagne a assuré avoir beaucoup d'expérience tout en reconnaissant les erreurs militaires commises lors de ses 2 mandats de président. Pour ce second tour, qui a lieu le 19 décembre prochain, Ravalomanana est face à André Joël, lui également ancien président, un scrutin aux allures de revanche après la crise politico-militaire sanglante de 2009. La campagne pour le second tour s'ouvre mardi et elle promet d'être féroce tant le passif entre les 2 finalistes est lourd. Élu en 2002, Marc Ravalomanana a été contraint de quitter la présidence de la Grande Île 7 ans plus tard après une série de violentes manifestations soutenues par Andy Rajoelina, alors maire de la capitale. Celui-ci a ensuite été installé à la tête d'une présidence non élue par l'armée. Les 2 hommes ont été interdits de candidature en 2013 dans le cadre d'un accord de sortie de crise. Les
années ont passé, mais le riche patron du groupe laitier Tico, bientôt 69 ans, en tient une rancune ténace à son jeune rival 44 ans, qu'il accuse volontiers de tous les maux. Sans la présidence rajoline, donc de 2009 à 2013, répète-t-il, à l'envi, son pays, l'un des plus pauvres du monde, se porterait mieux. Son programme à la main, Marc Ravalomanane promet aussi de s'attaquer à l'insécurité et de reprendre les aides à la scolarisation des enfants lancées pendant son mandat. La presse proche de l'ancien président a chiffré mardi à 6 le nombre de ceux qui ont déjà rallié sa bannière. Parmi eux, l'ancien premier ministre Olivier Marfali, Salonandrasana, le chef de l'État sortant, Eri Rajonarimampiana, s'y est lui catégoriquement refusé. Le président Rajonarimampiana, le président sortant, il ne tenait pas compte de promesses. Il m'avait dit que on va se mettre d'accord. Bon, si je vais gagner, vous allez me supporter. Si vous allez gagner, mais Eri Rajonarimampiana, l'ancien président, laissez-le comme ça. Accusé comme son rival d'avoir dépensé sans compter pour sa campagne électorale du premier tour, Marc Ravalomanane se défend farouchement d'avoir acheté sa place au second tour. Moi, je n'ai pas truqué ou bien je n'ai pas volé de l'argent des boîtes roses. Je ne voulais pas aussi critiquer les gens. Je ne veux pas savoir d'où vient l'argent des autres. Ils ont de l'argent, ils ont de l'argent. Mais j'ai gagné dans le deuxième tour. Ça me suffit. Son programme, insiste Ravalomanane, devrait lui permettre d'emporter la victoire, à condition, précise-t-il, que le scrutin dont le premier tour a été contesté par les principaux candidats se déroule de façon libre et transparente. En cas de victoire, il promet aussi de choyer l'armée qui avait précipité sa chute en 2009. Visite du prince saoudien en Algérie. La rencontre prévue avec le chef de l'État algérien Abdelaziz Bouteflika n'a pas eu lieu. Pour cause, le président algérien est alité du fait d'une grippe aiguë, une information communiquée par la présidence du pays. Arrivé la veille au soir, Mohamed Ben Salman a quitté lundi la capitale algérienne en fin d'après-midi à l'issue d'une visite à l'écart des projecteurs et de la presse. L'étape suivante de la première tournée du prince héritier à l'étranger depuis l'assassinat en octobre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, qu'il est soupçonné d'avoir ordonné, n'a pas été précisée. Selon un communiqué de la présidence, le chef de l'État algérien, alité du fait d'une grippe aiguë, n'a pas pu recevoir comme prévu le prince héritier d'Arabie saoudite. L'état de santé de Bouteflika, 91 ans, fait l'état de nombreuses spéculations depuis qu'il a été victime en 2013 d'un accident vasculaire cérébral AVC qui a considérablement réduit sa mobilité et son élocution. Il sort depuis rarement de sa résidence médicalisée des Héraldies dans la banlieue d'Alger, ne s'exprime plus en public et reçoit peu de dignitaires étrangers. En février 2017, une visite de la chancelière allemande Angela Merkel avait été reportée à la dernière minute en raison d'une bronchite aiguë du président algérien. Merkel s'est finalement rendue en Algérie en septembre dernier et a été reçue par Bouteflika. Le président algérien au pouvoir depuis 1919 est apparu le 1er novembre à la télévision, déposant une gerbe sur la tombe des martyrs de la guerre d'indépendance d'Algérie 1954-1962 à l'occasion du 64e anniversaire de son déclenchement. Le prince héritier saoudien a été reçu lundi matin par le premier ministre algérien Ahmed Ouyaouia, selon la présidence. A notamment été mis sur pied un haut conseil algéro-saoudien de coordination co-présidé par les deux hommes, destiné à renforcer notamment la coopération en matière politique et sécuritaire, dans la lutte antiterroriste et contre l'extrémisme et dans divers domaines économiques et commerciaux, selon le ministère algérien des Affaires étrangères. La visite de Mohamed Ben Salman a fait l'objet en Algérie de critiques d'intellectuels, de journalistes, d'oulémas et de partis d'opposition qui ont rappelé que le prince est soupçonné d'avoir organisé le crime abominable de Jamal Khashoggi. Riyad a reconnu que le journaliste saoudien avait été tué et démembré le 2 octobre à l'intérieur du consulat saoudien à Istanbul, mais dément toute implication du prince Mohamed. Les relations avec Riyad ont souffert du refus de l'Algérie de déployer des troupes au Yémen dans le cadre de la coalition militaire menée par l'Arabie saoudite qui intervient dans ce pays en guerre depuis 2015 face à des rebelles soutenus par l'Iran. Alger entretient de bonnes relations avec Téhéran, grande puissance régionale, rivale du Riyad, tout en veillant à maintenir des liens cordiaux avec l'Arabie saoudite, malgré une opinion publique très défavorable à ce poids lourd du Golfe, perçu notamment comme trop proche des États-Unis.
Premier exportateur mondial de pétrole, le poids du riad est décisif à l'OPEP pour un maintien des niveaux de production bas, crucial pour faire remonter les prix du brut, ce dont a désespérément besoin l'économie algérienne, ultra dépendante de la valeur des hydrocarbures. Peu de détails sur la visite ont été rendus publics. Aucun programme officiel n'a été communiqué et les médias d'État comme la presse privée, après avoir annoncé la veille l'arrivée du prince, sont restés peu prolixes lundi. Premier salon de l'armement en Égypte, une quarantaine d'États et environ 400 entreprises sont représentées. Ce rendez-vous se présente comme une démonstration de force pour le Caire qui veut inciter les partenaires occidentaux à produire du matériel militaire. Le salon s'est ouvert ce 3 décembre. L'Égypte, l'une des premières puissances militaires de la région, organise son premier salon de l'armement où une quarantaine d'États et près de 400 entreprises sont représentés selon les autorités. Sisi et Parly ont coupé ensemble le ruban rouge d'ouverture du salon selon les images de la télévision gouvernementale. Ce salon montre la force du pays. Comme vous le savez, les pays qui organisent des salons de l'armement sont des pays développés. Nous exposons des équipements égyptiens liés à la production militaire pour qu'ils trouvent leur place sur le marché mondial. Cela fait plusieurs années que nous avons une production très efficace et nous développons nos productions en coopération avec toutes les entreprises internationales importantes. Donc, quand nous coopérons avec une grosse entreprise en Europe, aux États-Unis, en Russie, en Chine ou en Corée, nous adoptons de nouvelles technologies et nous fabriquons des produits de haute qualité qui peuvent en concurrencer d'autres sur le marché mondial. Le chef de l'État s'est ensuite livré à une visite guidée entouré notamment des responsables militaires égyptiens dans un gigantesque salon d'exposition en périphérie du Caire. Parly, qui ne s'est pas exprimé publiquement, doit s'entretenir avec Sisi et son homologue Zaki, selon un communiqué du ministère français de la Défense. La coopération militaire s'est considérablement renforcée entre Paris et le Caire depuis l'arrivée au pouvoir d'Abdel Fattah al-Sisi en 2014. Nous avons déjà de longues relations avec les forces armées égyptiennes. Nous sommes avec elles depuis de nombreuses années. Elles possèdent plus de 4000 de nos véhicules dans leurs forces. Donc, bien sûr, nous voulons être ici et nous voulons participer à tous les salons de l'armement qu'ils organisent. Depuis 2015, l'Égypte a conclu pour 6 milliards d'euros de contrats d'armement avec Paris, portant notamment sur la vente de 2 porte-hélicoptères Mistral, de missiles et de 24 avions Rafale. La ministre doit également rencontrer les représentants d'industriels français présents au salon. Les organisations de défense des droits de l'homme accusent l'Égypte d'utiliser des armements d'origine européenne contre des civils, notamment pour réprimer l'opposition et les activistes. Le Caire refute systématiquement ces accusations. Parly doit se rendre ensuite au Koweït mardi où elle doit notamment rencontrer l'émir Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Sabah et son ministre de la Défense. Le ministère des Sports et des Loisirs a lancé ses activités sportives à travers la journée sportive du Naouri organisée ce dimanche à Pau. Première édition du genre, cette journée sportive a regroupé plusieurs disciplines en compétition comme le tir à l'arc, la course cycliste féminine et le football. Assami Touré. Cette journée sportive a débuté très tôt avec la compétition du tir à l'arc à la place de la Nation. Pendant ce temps, les dames se préparaient pour la compétition de course cycliste. Elles étaient 92 au départ pour une distance de 3 km 500 à parcourir 5 fois. Au bout de 2 tours, le peloton se disloque et à la fin de la compétition, c'est Arlette Sarré qui arrive la première en 36 minutes 48 secondes avec une vitesse moyenne de 28 530 km/h. Je suis très contente d'avoir apporté cette édition. Je remercie vraiment M. Daouda Zoupiou d'avoir organisé ça. Et aussi mon encadreur Herman Sarré. C'est grâce à lui que j'ai vraiment su révéler le talent qu'il y a en moi. Parmi les coureuses figurait cette dame très âgée qui a terminé la course. Elle a tenu à participer pour donner l'exemple qui va en droite ligne avec la politique du sport pour tous, ce qui entre dans les objectifs du ministre des Sports, Daouda Azoupio. Notre objectif, c'est de faire de telle sorte que
les Burkinabés dans leur globalité puissent pratiquer ce sport pour avoir une population bien portante de façon à pouvoir optimiser donc le rendement. Donc, alors la journée sportive au Naouri consiste justement à lancer sur le plan national toutes ces activités-là de nature justement à permettre à l'ensemble des Burkinabés, où qu'ils soient, de pouvoir pratiquer pour que les techniciens puissent véritablement détecter les talents afin que nous puissions asseoir donc nos écoles de formation alors qui sont justement inscrites pour être très bientôt lancées. Dans l'après-midi, après la course cycliste, à la suite de la séance d'aérobic, place est donnée au football. En levée de rideau, les journalistes étaient face aux anciennes gloires. Victoire des anciennes gloires, 3-1. La rencontre tant attendue a opposé l'équipe des forces de défense et de sécurité à l'équipe de la ville de Pau. Les FDS ouvrent d'abord la marque en première période. Ils aggravent le score en seconde partie, d'où le score de 2-0. Une première édition qui s'est bien déroulée dans l'ensemble et qui a tenu son pari, selon le ministre des Sports, Daouda Azoupio. Je tire un bilan hautement positif. La journée sportive du Naouri a tenu ses promesses et au programme, toutes les activités ont été tenues. Alors, je crois que dans l'ensemble, je tire grandement satisfaction eu égard à l'adhésion de la population. En vue d'inclure toutes les provinces dans la pratique du sport, Naouri n'est que la première et selon le ministre des Sports, cela va se reprendre au fur et à mesure partout au Burkina Faso. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous. Les programmes de votre télé interactive continuent.